Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale du 22h après l'intervention du président Hollande à la télévision. Il y avait beaucoup d'attentes, des interrogations, de l'inquiétude. Ce soir, le moment était délicat et difficile pour un président qui fait face à la défiance des Français, à l'inquiétude de son camp et à une crise qui dure plus longtemps que prévu. Chômage, pouvoir d'achat, impôts, retraite sont les sujets au cœur de cette intervention. Je vous propose ce soir une heure d'analyse, de décryptage, de réaction politique sur les thèmes qui sont pour vous prioritaires. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. J'ai besoin de tous ceux qui contribuent à l'activité. L'appel de François Hollande sonne comme une mobilisation à toutes les forces vives de la nation pour lutter contre le chômage. Priorité numéro 1, affirme le président ce soir. Un président qui veut se montrer en première ligne sur les thèmes qui préoccupent les Français. Je ne suis pas dans le constat, mais dans l'action, précise-t-il. 2 ans pour redresser et 3 pour nous dépasser. Voici l'agenda, ou en tous les cas, le cap fixé ce soir par François Hollande. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait de cette intervention autour du rôle de président. Pour être arrivé là où je suis, j'en ai essuyé des coups, j'en ai enduré des attaques. J'ai le cuir solide, j'ai les nerfs tout à fait froids, le sang froid, les nerfs ne sont pas à vif. Parce que si je veux réussir, faire réussir la France, moi je ne dois pas être à la première avis de tempête en train de savoir comment je vais changer de cap ou comment je vais pouvoir tirer un bord. Et retour sur le plateau du 22h, je vous présente déjà nos éditorialistes qui nous accompagnent. François Dorcival, bonsoir, de Valeurs Actuelles, merci d'être là. Et Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonsoir Claude. Bonsoir Sonia. Merci d'être là. Et pour ce 22h spécial, un invité spécial qui nous accompagne le mercredi, c'est Hervé Baudry, notre dessinateur. Et oui Sonia. Bonsoir Hervé, vous vous rapprochez. On se rapproche. Mais c'est une bonne nouvelle. Merci d'être avec nous Hervé pour mettre un peu d'humour ce soir dans ce contexte compliqué. On prend tout de suite la direction du siège de l'UMP. Avec nous ce soir en direct, Roger Karoutchi, sénateur UMP et vice-président de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Roger Karoutchi, votre parti a appelé le président de la République à bouleverser sa politique, à changer son cap, à devenir, bref, de droite en somme. Il ne l'a pas fait, est-ce que ça vous surprend ? Non, on ne lui demandait pas de devenir de droite. C'était une stupéfaction, même pour lui. Non, on n'en était pas là, et même nos rêves les plus fous n'allaient pas jusque-là. Non, on lui demandait seulement de prendre en compte les inquiétudes, les interrogations, les doutes des Français. Franchement, quand on est à 80% de Français inquiets, on peut quand même se demander pourquoi. Quand on est le chef de l'État, on a la responsabilité de cette inquiétude, de ces interrogations, de ces doutes sur la fiscalité, sur l'avenir, sur l'identité, sur les conditions sociales, sur l'euro, sur l'épargne, sur les petits comptes bancaires de chacun, mais qui sont après tout le résultat d'une vie de travail. Donc forcément, on attendait du président de la République pas une réorientation générale, on n'imaginait pas ça, mais des éléments d'annonce rassurant, réconfortant, faisant en sorte que dans un océan de doutes, on ait une ligne directrice. Or, qu'est-ce qu'on a eu ce soir? On a eu un président qui, pendant 75 minutes, nous a expliqué que tout était déjà sur la table, qu'il avait mis une boîte à outils, très bien, que la boîte à outils était là, qu'on allait donc se livrer au bricolage généralisé avec cette boîte à outils, et que, au-delà de ça, il fallait attendre les résultats. En clair, n'attendez rien, n'espérez rien, il n'y a pas de nouvelles mesures générales pour relancer l'activité, pour rassurer les Français, pour consolider le système, pour être plus compétitif. Nous avons déjà pris les mesures. Or, ces mesures, les Français n'en veulent pas. Si vous n'êtes pas d'accord sur les moyens mis en œuvre, et ça ne nous étonne pas, est-ce que vous êtes quand même d'accord sur le constat, le diagnostic posé ce soir par François Hollande, qui parle d'une crise qui dure? C'est le bon diagnostic, il ne maquille pas la réalité. Non mais attendez, là où on est, c'est extraordinaire. François Hollande nous a dit pendant toute la campagne électorale, c'est vrai qu'il y a une crise, mais la principale crise, c'est la présence de Nicolas Sarkozy.
Et vous verrez que lorsqu'on arrivera, on mettra en place les éléments pour que ça change, ça s'améliore, etc. Et on a d'un coup un président de la République qui découvre que ce n'est pas son arrivée qui rompt la crise et que la crise, elle dure. Ben oui, elle est là depuis 2008, on l'avait dit pendant la campagne, François Hollande l'avait nié, et il découvre que cette crise est là. Sauf que ça veut dire en clair que les premières mesures qui ont été prises par ce gouvernement, les premières mesures qui ont été prises par François Hollande en 2012, pendant tout l'été avec la session extraordinaire, sont des mesures qui ont été prises sur l'idée que la crise allait se terminer. Elle dure et donc ces mesures sont inadaptées. C'était par exemple la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Puisque le président de la République est d'accord sur le fait que la crise dure, eh bien, qu'il en prenne acte et que dans ces conditions, il revienne sur un certain nombre de mesures. Il faut baisser la pression fiscale sur les Français, il faut redonner du pouvoir d'achat. Il a parlé d'une stabilité fiscale en 2013 et 2014, il n'y aura plus d'efforts, a-t-il dit? Non, pas du tout, pas du tout. Il a dit que l'État ne prélèverait pas davantage en 2014 qu'en 2013 et il a répondu qu'en revanche, il ne s'engageait pas sur la sécurité sociale ni sur les collectivités locales. Et il sait parfaitement que dans les deux cas, la pression fiscale va augmenter. Ce qui veut dire que il est allé très haut dans la pression fiscale d'État et il laisse les collectivités locales et la sécurité sociale finir de raser l'ensemble des patrimoines et des revenus. Vous ne voyez rien de positif ce soir? Peut-être un point important. Est-ce que vous vous félicitez du maintien du budget de la défense? C'est un point important qui a souvent été évoqué par les sénateurs ici. Nous avons clairement dit, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs au Sénat comme ailleurs, que nous ne souhaitions pas la baisse drastique qui était annoncée. J'attends de voir concrètement ce qui est dans les budgets 2014-2015, puisqu'il dit on dépensera autant, il ne dit pas en tenant compte de l'inflation, etc. Donc il faut qu'on regarde clairement si le budget de la défense est maintenu pendant la loi de programmation militaire ou s'il est maintenu au niveau le plus faible, si je puis dire, celui de 2013. Mais en tout cas, là-dessus, heureusement que nous n'avons pas renoncé à nous défendre. Mais sur le reste, pourquoi 75 minutes ? Merci beaucoup, Roger Karoutchi, pour votre intervention en direct, sénateur UMP et vice-président de l'UMP. Justement, nous venons de parler du budget de la défense. On va écouter ce qu'en a dit ce soir le président, qui a parlé d'une stabilité du budget. On me dit qu'il faut faire des économies et montrer que vous allez faire des économies. Je parle de politique familiale, pas touche à la politique familiale, et je le comprends. C'est un bien commun. On parle de la défense. La défense, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros par an. Hein. Donc, sur 280 milliards de dépenses de l'État, c'est important. Et on me dit, attention, on ne touche pas à la défense. Et si je suivais tous ceux qui me disent, il faut faire des économies, mais on ne touche pas à tel ou tel bloc de dépenses, je ne ferai plus rien. Sauf que, sur la défense, je suis chef de l'État, chef des armées. J'ai pu apprécier la qualité de notre outil militaire. J'ai pu l'apprécier dans l'intervention de la France au Mali, nous en reparlerons. Je sais ce qu'est l'indépendance nationale, parce que la France est un grand pays, peut décider seul, y compris d'aller sauver un pays comme le Mali. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Nous avons une arme nucléaire. Pensez ce qu'on veut de cette arme nucléaire. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui y sont hostiles. Moi, je leur dis, c'est notre garantie, c'est notre protection. Il faut la conserver en l'état. Il faut la conserver et même la moderniser. Et enfin, on doit protéger notre territoire. Parce que ce qui est un fait, hélas, que je constate, c'est que les menaces, elles augmentent et les budgets militaires, ils diminuent. Ces trois missions-là. Donc il faut autonomie de décision, protection du territoire, dissuasion, il faut maintenir. Et donc l'annonce que je vous fais, pour éviter que ce débat continue de se dérouler, même s'il est légitime, puisque ce sera le débat de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, nous dépenserons en 2014 exactement le même montant qu'en 2013. Et nous a rejoint sur le plateau du 22h François Rebsamen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, patron des sénateurs socialistes. Alors, est-ce que selon vous, il y aura un avant et un après 28 mars 2013 pour les Français? Non, un avant, un après, non. Il y a eu ce soir, enfin moi j'ai vu ce soir un président de la République clairvoyant, lucide sur l'état de la crise en France et en Europe, et puis déterminé avec toute sa conviction à lutter contre
le fléau qui gangrène notre société, le chômage, en se donnant comme objectif de faire réussir la France et non pas de se faire réussir lui-même. Ce n'était pas le but. Le but, c'est la France, c'est les Français, c'est rétablir de la croissance, c'est diminuer le chômage. Et pour cela, il a proposé des solutions en mettant tout ça avec pédagogie, avec beaucoup de pédagogie. La fameuse boîte à outils qu'on vient de voir justement voilà, en croquis par Hervé Baudry. Mais on connaît votre franc-parler. Est-ce que vous avez un regret ce soir? Y a-t-il un sujet sur lequel le président aurait dû, selon vous, insister, être plus explicite, plus précis, plus tranchant? Mais la formule de la discussion, du débat avec le journaliste empêchait, je crois, couper le président dans ses élans. C'est la faute au journaliste? Non, je dis la formule, ce n'est pas la faute du journaliste. Mais chaque fois qu'il a commencé à développer son idée de la France, cette volonté de rassembler les Français pour dire que la France a tous les talents pour s'en sortir, ces entrepreneurs qui créent, etc. À chaque fois, il était interrompu. C'était le rôle du journaliste, c'est pas le problème. Et donc c'est la forme, je crois, qui veut cela. Vous avez pu mesurer à Dijon, chez vous, le mécontentement des Français qui ont interpellé d'ailleurs directement François Hollande. Est-ce que le président de la République que vous avez vu ce soir vous a donné le sentiment d'être à l'écoute des gens, de la rue, des élus de base? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. À Dijon, il n'a pas été qu'interpellé, je me permets de le dire, même s'il a été interpellé par 2 ou 3 citoyens. L'œil des caméras a de près. retenu certaines scènes. Bien sûr, mais il y a des journaux qui aujourd'hui disent les choses, donc il y a un contact direct, donc il a une empathie naturelle, il écoute les gens, il n'a pas besoin de protection particulière. Bien sûr, c'est le président de la République, mais il n'a pas besoin de protection, pas besoin de barrières, il rencontre les gens, il les écoute, il connaît les difficultés des Français. Il ne les découvre pas. Il le savait. Ça sera difficile. En 10 mois, on ne redresse pas 10 ans de déclin. Est-ce qu'il a fait preuve suffisamment d'autorité ce soir pour rassembler son propre camp et que ne se reproduise plus la déclaration du député socialiste qui était insultante? Oui, je l'ai trouvé aussi insultante. Je lui ai dit d'ailleurs au Bureau national du Parti socialiste que j'en pensais. Ça relève à peu près des mêmes qualificatifs que ceux que vous venez d'employer. Et donc, est-ce que ça empêchera jamais quelqu'un de tenir de tels propos? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, son propre camp. il a su rassembler son camp. Il a su mobiliser, je le crois, les Français, donner le sens de l'action qu'il mène, proposer des solutions. Et je crois qu'il faudra renouveler cela pour confirmer. Donc il faut qu'il parle davantage. Il faut qu'il parle moins et davantage. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Non, pas du tout. Je pense que le président de la République, il doit s'abstenir pendant un certain temps de commenter l'actualité et qu'il doit s'exprimer, par contre, pour donner les grandes orientations du pays et rappeler la direction et sa volonté de faire réussir notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, parce qu'il parle très souvent, on ne le souligne pas assez, il parle lors de ses déplacements, à Dijon il parle même 2 fois par jour, est-ce qu'il n'y a pas un risque de démonétiser la parole présidentielle, ce qu'on disait d'ailleurs d'un certain Nicolas Sarkozy? Non, je ne crois pas. En tous les cas, il faudra qu'il y veille. Mais vous savez, il ne s'adresse pas directement aux Français. Il le fait par l'intermédiaire d'un journaliste. Il s'adresse à un journaliste. C'est une formule qui vous plaît à moitié, apparemment. Moyennement. Je ne le cache pas. Moyennement sur la formule. Pas sur le fond, mais sur la formule. Et je pense qu'il faudra qu'il renouvelle cet exercice pour confirmer ses engagements, montrer aux Français qu'il tient les engagements qu'il a pris, et puis continuer de donner le cap. Alors, je vais laisser la parole à François Dorcival et Claude Weill. Juste une remarque, cela m'a frappé. Il n'a pas beaucoup parlé des membres de son gouvernement, ni du chef du gouvernement. Est-ce que vraiment, autour de lui, il a, selon vous, François Rebsamen, des hommes et des femmes de qualité, d'expérience et de tempérament pour appliquer cette politique, ou est-ce que c'est un président, finalement, seul ce soir? Ah non, non, il a heureusement autour de lui un Premier ministre qui fait le travail. Il a oublié d'en parler. Mais... Oui, mais c'est pas parce qu'il n'en a pas parlé qu'il ne lui accorde pas toute sa confiance. Et donc, il ne le traite pas de collaborateur. Tous sont à la hauteur de cette situation exceptionnelle? Oui, bien sûr, chacun dans son rôle, à condition qu'ils restent dans leur rôle. On l'a bien compris. François Dorcival, qu'est-ce que vous avez retenu de cette intervention ce soir? Ce que j'ai retenu, c'est que la situation de l'opinion publique était extrêmement dangereuse. Parce qu'un exécutif qui se trouve avec à sa tête un président de la République pour lequel 22% des Français considèrent qu'il est compétent, c'est dangereux. Et nous avons retrouvé ce soir
à la télévision un président de la République en campagne. C'est-à-dire que c'était le même François Hollande que l'on avait pu voir au cours de la campagne présidentielle l'année dernière. Donc, sur la forme, je l'ai trouvé bien meilleur en campagne. que que veut-il décrocher? La confiance des Français. Absolument. La reconquérir. Et je l'ai trouvé meilleur que dans bien d'autres interventions récentes où il avait donné l'impression, en effet, de ne pas bien savoir où il allait. Ensuite, c'est une intervention qui a consisté à déminer un assez grand nombre de sujets. Déminer des sujets qui étaient urgents et qui faisaient que l'opinion était soit exaspérée, soit totalement hostile. J'en cite un certain nombre. L'affaire de la taxe à 75%, d'une certaine façon, il la retire. Mais d'un autre point de vue, et d'une certaine façon aussi habile pour lui, il la décale sur les entreprises. En ce qui concerne les crédits militaires, ces crédits militaires pouvaient créer à l'intérieur même de la communauté nationale un vrai sujet d'inquiétude. Là aussi, il a répondu. J'ajoute enfin que sur les allocations familiales, il a écarté la fiscalisation. Et enfin, sur la manifestation gigantesque, la manif pour tous, certes, il n'est pas revenu sur le mariage, mais il a insisté sur une position à minima excluant tout autre sujet. On va continuer à développer tous ces sujets en ligne et en direct avec nous Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Mailly, vous souhaitiez des annonces, des mesures concrètes. Est-ce que vous estimez ce soir que vous avez été entendu? Non, pas particulièrement. En tous les cas, la seule annonce nouvelle, je dirais, ou confirmation, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau, c'est de dire qu'il faudra peut-être allonger la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite. C'est pas acceptable. Je rappelle tout simplement que aujourd'hui, dans le secteur privé, un salarié sur deux qui demande la liquidation de sa retraite n'est plus au travail. 1 sur 2. Et que le chômage des seniors a augmenté de 16% en un an. Alors de devoir dire vous allez encore devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir prendre une retraite, c'est pas quelque chose en tous les cas qu'on peut qualifier de social. Pour le reste, on est bien dans une logique d'austérité. Quand le président dit qu'il ne faut pas prolonger l'austérité, ça veut bien dire qu'on y est d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que la France d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il veut s'en éloigner. Est-ce que vous voyez aussi le verre à moitié plein peut-être également? Non, ça veut dire, le problème c'est comment on en sort de l'austérité. Et c'est pas simplement un problème franco-français, c'est aussi un problème européen. Comment on sort de cette histoire de pacte budgétaire européen? Je rappelle que contre l'austérité, c'est l'ensemble des syndicats au niveau européen qui est contre ce type de dispositif et contre ce qui se passe dans différents pays. Or, on est toujours aujourd'hui dans une logique d'austérité et les réductions de dépenses publiques, les engagements de faire 3% en 2014, ce qui a été confirmé ce soir, ça c'est toujours une logique d'austérité. Jean-Claude Mailly, il a également parlé de pouvoir d'achat, de chômage. Est-ce qu'il vous a convaincu sur son objectif réitéré encore une fois ce soir d'inversion de la courbe du chômage d'ici à fin 2013? Non. Il a décliné, rappelé sa boîte à outils mise en place et dont il attend les fruits. Non, je ne suis pas convaincu parce qu'il n'y a il n'y a pas d'éléments nouveaux qui font qu'on va retrouver une croissance, ou alors c'est d'attendre que la croissance revienne de l'extérieur, attendre que effectivement ça reparte aux États-Unis, que ça reparte également éventuellement en Allemagne, ça n'est pas le cas aujourd'hui, et donc ça repart à l'extérieur, donc ça va repartir en France. Mais ça veut dire que c'est une conséquence de l'extérieur, c'est pas une dynamique française. Et donc dans l'immédiat, je ne suis pas convaincu à la fois sur une reprise de la croissance en 2013 de part des décisions prises au niveau national ou européen, et donc malheureusement pour une diminution du chômage non plus. On est encore dans une tendance récessive, et qui dit récession dit malheureusement augmentation du chômage. Le président de la République s'est félicité ce soir de l'accord sur le marché du travail. Il a parlé d'une première. Est-ce que malgré tout, vous manifesterez toujours le 9 avril prochain? Oui, il y a des rassemblements prévus le 9 avril prochain, oui bien sûr, mais il a même dit quelque chose qui m'inquiète sur cet accord, non pas sur le contenu, mais quand le président de la République explique que les parlementaires qui sont en train de transposer cet accord devront soumettre leurs corrections ou avoir l'accord des signataires pour leurs corrections, je me demande à quoi sert le Parlement. Il y a un vrai problème de démocratie là.
En même temps, il veut respecter les partenaires sociaux. Il faut savoir ce que l'on veut. Oui, mais non, c'est pas savoir ce que l'on veut. Parce que les pays où ce sont les interlocuteurs sociaux, les syndicats et les patronats qui font la loi, ça porte un nom, c'est le corporatisme politique. Et si demain, des parlementaires, quels qu'ils soient, doivent avoir l'autorisation des signataires, alors je me demande à quoi servent les députés. Eh bien justement, on a un parlementaire sur le plateau et les sénateurs, c'est François Rebsamen, c'est le patron des sénateurs socialistes. Que répondez-vous à cette remarque de Jean-Claude Mailly ? Que nous sommes très heureux que la démocratie sociale puisse se développer dans notre pays, que des accords soient signés, des accords majoritaires entre certains syndicats, majoritaires dans la signature, et le patronat, et que notre rôle en tant que parlementaire, et moi en tant que président de groupe, c'est de veiller à ce que cet accord soit traduit, transcrit dans la loi, et que, je le dis à Jean-Claude Mailly, nous n'apporterons pas de modification à cet accord sans l'accord des signataires. Donc c'est peut-être demain, et d'ailleurs vous en signez des accords dans d'autres circonstances, Jean-Claude Mailly. C'est pas simplement sur cet accord particulièrement. Quand nous signons un accord, François Hollande, quand il signe un accord et que cet accord nécessite des modifications législatives, je vais expliquer aux parlementaires, écoutez, nous avons signé, nous pensons avoir trouvé un équilibre, mais c'est vous qui votez les lois. Exemple, le contrat de génération, tout le monde a signé, ça a été modifié, ça ne me choque pas parce que ce sont les parlementaires, députés, sénateurs qui votent les lois. Ce n'est pas ni aux syndicats ni au patronat de faire les lois. Et je considère que là, on est sur un problème de conception de la démocratie. Si nous ne signons pas, je vais expliquer aux mêmes parlementaires, voilà pourquoi nous n'avons pas signé, mais c'est vous qui prenez votre responsabilité en tant qu'élu de la nation. Voilà, c'est une conception de la démocratie, c'est au-delà de l'accord. Pour conclure notre entretien, est-ce que vous voyez un point positif ce soir? Il a parlé de la réforme de la formation professionnelle pour qu'un chômeur sur deux puisse avoir une formation dans un délai de 2 mois. C'est positif. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais l'objectif est louable, mais là, je suis désolé, il faut s'adresser aux régions, parce que c'est les régions qui ont la responsabilité de la formation professionnelle aujourd'hui. Non, mais vous vous occupez aussi, enfin, vous vous intéressez au chômage. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui, bien sûr que je m'intéresse au chômage, mais j'en ai assez d'entendre, c'est pas nouveau, hein, c'est pas spécifiquement ce soir, de dire, voilà, les chômeurs ne sont pas formés, c'est de la faute des interlocuteurs sociaux. Je rappelle que la formation des chômeurs, même si les entreprises et les salariés participent financièrement aujourd'hui sans y être obligés, la formation des chômeurs, c'était une responsabilité de l'État qui a maintenant été transférée aux régions. Hein, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les parlementaires en temps et en heure. Donc, bien sûr que plus les chômeurs ont accès à la formation, mieux c'est. Mais aussi, il ne faut pas seulement être formé. On peut avoir de bons chômeurs formés, mais pas de travail en face. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly pour votre intervention en direct ce soir. Je vais donner la parole à Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Claude, vous avez entendu les premières réactions de l'UMP, Roger Carucci, des partenaires sociaux. Jean-Claude Mailly, tonalité sévère et grave ce soir par rapport à l'intervention de François Hollande. Il y a de la déception. Alors je vais vous dire, rien de ce qui a été dit par tous les intervenants que j'ai vus là ne m'a étonné. On est absolument dans le jeu de rôle. Et on est dans un jeu de rôle qui résume la difficulté de l'équation où est François Hollande. Il mène une politique qui n'est pas la politique classique des socialistes depuis 30 ans, quand ils ont été au pouvoir. On attend des socialistes ordinairement qu'ils augmentent la dépense publique, qu'ils multiplient les contraintes administratives et qu'ils pressurent les entreprises et qu'ils distribuent des pouvoirs d'achat. Et François Hollande a fait le diagnostic que dans l'état où est la France aujourd'hui, la seule politique qui ait une chance de marcher, mais pas comme ça, pas en claquant des doigts, ça prendra du temps, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire, il faut redonner des marges aux entreprises, c'est le pacte de compétitivité. Il faut recréer la compétitivité du site France qui a été massacré depuis... En tout cas, depuis 10 ans, les choses se sont considérablement aggravées. Je rappelle qu'en 10 ans, la France a perdu 1/3 de ses parts de marché à l'international, et ce n'était pas les socialistes qui étaient au pouvoir. Et il veut maintenant, il annonce, étape suivante, c'est l'acte le plus important depuis le début du quinquennat. On va bel et bien traduire dans les lois et dans les termes où ils ont été signés les accords entre les syndicats et le MEDEF, qui est le texte le plus important, qui se prolonge d'ailleurs par l'autre texte qui va être signé, qui est d'un courage extraordinaire, auquel il a rendu hommage. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour désindexer les retraites complémentaires. Il faut un courage extraordinaire pour faire ça. Chapeau aux partenaires sociaux qui l'ont fait. La situation de la France aujourd'hui ne permet plus
de promettre n'importe quoi en sachant que ça ne sera pas tenu. Donc il est dans une contrainte très compliquée. Il y a une base politique qui renacle, il a une partie de sa majorité, je débattais hier soir sur une chaîne rivale avec Madame Lindemann, qui supporte pas cette politique et qui dit en gros si c'était pour faire ça il valait mieux garder Sarkozy. Enfin je caricature à peine son point de vue, mais c'est celui de Cherki, de Guedj et de quelques autres. Et puis une droite qui ne pardonne rien et qui naturellement si elle était au pouvoir mènerait une politique. Alors vous parlez justement Une politique tout aussi de sauvage et plus sauvage pour les classes populaires et plus gentille pour les classes dirigeantes. François Dorcival se révolte. Nous allons parler du Sénat. Hier, François Rebsamen, un texte UMP a été voté contre l'avis du gouvernement. Mais que se passe-t-il au Sénat? Est-ce que François Hollande peut compter sur le Sénat de gauche encore? Il y a une majorité sénatoriale de gauche, il n'y a pas une majorité gouvernementale de gauche au Sénat. Sur ce que vous évoquez hier soir, moi je n'ai rien à redire à ce que des sénateurs... C'est un coup de tonnerre dans la nuit. Mais non, que des sénateurs communistes, socialistes, centristes, UMP votent quelque chose auquel ils croient. Moi je trouve ça très bien, je vous le dis, je trouve ça très bien. Vous pensez que le président pense la même chose? Bertinotti qui a trouvé ça pas mal. Madame Bertinotti aurait pris l'atmosphère de la séance, elle aurait su qu'il fallait... Ah, c'est sûr qu'elle n'était pas dans l'atmosphère quand on la voyait, elle n'était pas d'accord. Il était sûr qu'il fallait s'en remettre à la sagesse On va écouter ce qu'a dit François Hollande sur une réforme importante à venir et elle vous intéresse particulièrement, François Rebsamen, c'est le texte instaurant le non-cumul des mandats. On l'écoute. La semaine prochaine, Conseil des ministres, il y aura l'inscription de ce projet de loi de non-cumul des mandats. Ça veut dire que les députés, les sénateurs ne pourront plus cumuler cette fonction avec la qualité de maire, président de conseil général, président de conseil régional et même d'exécutif local. Et ça se fera avant la fin de mon mandat. François Rebsamen, ça se fera avant la fin de son mandat, c'est-à-dire 2017, mais ça se fera quand même, contrairement à ce que vous demandiez. Non, il tient les engagements qu'il a pris, je ne vais pas lui reprocher. J'ai fait sa campagne, j'étais en désaccord sur ce point, je le suis toujours pour ce qui concerne le Sénat, je tiens à le redire, pas les députés, mais les sénateurs. Pour le reste, il tient son engagement, un projet de loi sera déposé au Conseil des ministres, dit-il, la semaine prochaine. Mais pas de dérogation pour les sénateurs, non, ils ne pourront pas diriger un mandat exécutif. Lui ne veut pas, on verra ce que dira. Lui, c'est le président, oui. Oui, mais le Parlement il légifère librement, on verra ce que dira le Sénat. Et vous, à quel moment vous allez faire un choix entre Dijon et le Sénat? Mais je voudrais que cette loi soit votée d'abord. Je suis candidat Elle va l'être. Est-ce que vous avez mûri votre choix? Je suis candidat aux élections municipales en mars 2014 dans ma ville et je suis sénateur. Est-ce que vous êtes en phase avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui semble se trouver dans une confrontation, on va dire une opposition frontale avec Matignon sur le futur texte autour de la décentralisation qui ne plaît pas à beaucoup de parlementaires et c'est le moins que l'on puisse dire? Écoutez, sur ce sujet... important. Oui, très important. On en parlera la semaine prochaine. Nous recevons mardi, mais je vais même vous donner un scoop, non, une direction. Nous recevons mardi au groupe socialiste du Sénat le Premier ministre et je ferai part au Premier ministre de la réticence formulée par un certain nombre de sénateurs socialistes, une grande partie des sénateurs socialistes, une quasi-totalité. Vous avez bon espoir qu'ils changent d'avis parce que sur le non-cumul des mandats, vous n'avez pas pu convaincre le président. Est-ce que sur le texte sur la décentralisation, vous allez pouvoir le convaincre? Rendez-vous mardi. Bon, quels arguments vous allez mettre en avant pour le convaincre? Vous le verrez mardi. Mais plus encore? Je lui dirai l'opposition résolue des sénateurs à ce texte. Le Sénat se rebelle alors? Et nous ferons des propositions parce que nous sommes des réformateurs et nous voulons avancer. Eh bien, c'est une information ce soir. Merci beaucoup François Rebsamen d'avoir été en notre compagnie. Nous allons évidemment poursuivre notre édition spéciale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur Public Sénat avec François Dorcival, Claude Veil, Hervé Baudry, mon ami, le dessinateur, très en verve ce soir, les crayons en folie. Et ancien Dijonnais, c'est pour ça que je me suis permis de dessiner. Eh bien, on va lui offrir la caricature sur Dijon. Bien sûr, oui. Merci, avec plaisir. On va écouter après un autre extrait de François Hollande concernant, vous en avez parlé François Dorcival, la taxe à 75%. Désormais, c'est un glissement vers les entreprises. Écoutez. Ce soir, François Hollande est venu montrer qu'il sait gouverner et qu'il a l'autorité d'un chef. Il s'est posé en homme de la situation qui conduira la France à la réussite. J'ai le devoir de faire sortir la France de la crise. Et donc je vais y mettre tous les moyens. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je décide et je sais où on va arriver
c'est-à-dire à la réussite. Face à une opinion publique très méfiante, le chef de l'État a largement traité des questions économiques. Il a affirmé où il va, comment et avec quel calendrier. Le ton était ferme, le vocabulaire martial. Mon premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Mon cap, c'est la croissance. Je veux que la France connaisse une croissance. C'est un engagement et une bataille. Je la mène, cette bataille, et je vais y mettre tous les moyens. Enfin, François Hollande a clairement demandé aux Français de lui accorder leur confiance. J'ai besoin de tous les Français, quelle que soit leur place dans la vie économique et sociale. J'ai besoin de tous. Avec 68% de mécontents selon les derniers sondages, le chemin risque d'être long. Voilà pour ce récapitulatif de l'intervention de François Hollande. On va à présent insister davantage sur cette taxe à 75%. On l'écoute donc sur ce sujet. Dans les entreprises, d'abord, il doit y avoir une transparence des rémunérations. Dans les plus grandes entreprises, parce que ça ne se passe que dans les plus grandes entreprises, ces rémunérations au-dessus d'1 million d'euros. Dans les grandes entreprises, transparence. L'Assemblée générale des actionnaires sera consultée sur ces rémunérations. Et lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Et nous avons rejoint notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, merci d'être là. Et Stéphane Rosès, bonsoir, président de CAP et professeur à Sciences Po. Merci d'être avec nous Stéphane. Jean-Louis Gombault d'abord, sur cette annonce, cette taxe à 75%, est-ce que c'est la fin du feuilleton ce soir ? Oui, c'est la fin du feuilleton. Il siffle la fin de la partie, comme on dit. Après la décision du Conseil constitutionnel, puis les recommandations du Conseil d'État, il avait deux solutions. Soit il faisait une tranche supérieure de l'impôt à 60%, afin que l'ensemble des impôts payés par les ménages ne dépasse pas ces fameux 66,6%. Mais s'il faisait une tranche à 60% pour des ménages qui touchent 1 million d'euros, puisque c'est le seuil qui a été choisi, ça concernait beaucoup de ménages. C'est-à-dire, beaucoup de ménages, évidemment, 1 ou 2%, mais c'est quand même beaucoup de ménages. Et il s'est résolu sur le deuxième conseil qui lui avait donné le Conseil d'État, en disant qu'il faut faire payer cette taxe par les entreprises. Alors ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que le président nous annonce un choc de simplification. Et là, il se trouve avec quelque chose d'assez compliqué quand même, parce que ça fait les entreprises payent 153 différentes sortes d'impôts et de cotisations, donc voilà 154. Et il est bien, le président précise bien, toute taxe confondue, c'est-à-dire que ce ne sera pas un impôt de 75% sur le million au-dessus d'1 million d'euros. Il faut compter avec les charges sociales diverses que payent les entreprises. Donc ça ne sera pas 75% en réalité au final dans cette affaire. Enfin, il dit bien que ce qu'il veut, c'est quand même dissuader les entreprises de verser des salaires au-dessus d'1 million d'euros pendant 2 ans, puisque cette taxe, qui ne sera pas 75% au final, mais pendant seulement 2 ans. Autrement dit, les 210 millions d'euros qu'il espérait à travers cette taxe de 75% qui au départ devait être pesée sur les ménages, eh bien si les entreprises suivent son conseil, ne pas dépasser le fameux seuil d'1 million d'euros, eh bien ces 210 millions d'euros, ils ne seront pas dans le budget 2013 et 2014. Et on vient de voir Hervé Baudry qui a croqué le juste prix. Le juste prix. On va être dans les émissions de télé ce soir. Oui. Stéphane Rosès, je sais que ça vous tient à cœur, le cap, le chemin, vous m'en parlez souvent ici le jeudi soir en notre compagnie. Est-ce que, d'ailleurs c'est le mot que tous les responsables politiques et les journalistes ont à la bouche, à droite comme à gauche, les responsables politiques et les journalistes aussi, est-ce que François Hollande a clairement détaillé ce soir, explicité ce cap, ce chemin et les moyens d'y arriver? Je dirais que le déroulé de l'émission fait que c'est plutôt à la fin qu'il a semblé dire la finalité, ce qu'il attendait de la France à la fin de son mandat. Mais tout le début, c'était plutôt, il l'a dit, ou le journaliste, une ouverture d'une boîte à outils dont on ne voyait pas forcément quelle était la stratégie qu'il conduisait. Car la question de la croissance et de l'emploi tel qu'il le définit comme un cap ou un objectif n'est pas
le vrai problème, me semble-t-il, des Français, surtout s'il est ramené à un objectif de court terme, le vrai problème des Français, c'est est-ce qu'on est en train de se redresser? Est-ce que les efforts qui nous sont demandés sont pérennes? Clairement, le message qu'a voulu faire passer François Hollande, c'est il sort du bois, mais pas en se liant les mains sur un récit cohérent, mais en disant c'est moi le chef. Il se représidentialise. Il y avait beaucoup de jeux. Il y avait beaucoup de jeux. Il ne cite. Et à un moment, il dit le Premier ministre, mais il ne cite pas Jean-Marc Ayrault. Il ne cite aucun ministre. On l'a souligné avec il dit vous êtes inquiet. Oui. Il dit vous êtes inquiet. Ne le soyez pas. Je suis en première ligne. En responsabilité. Donc c'est le premier message, c'est de dire je suis là, vous m'avez élu, je ne délègue pas les choses à d'autres, je suis responsable. Ensuite, il ne veut pas se lier les mains par un récit, il n'articule pas le redressement de la France et la réorientation européenne, mais on a bien compris le déficit à 3%. Même 2014, il ne s'y engage pas. Donc il continue dans la partie très compliquée qui est la sienne, dans l'articulation entre les logiques nationales et européennes, à ne pas vouloir se lier les mains au travers d'un récit. Il fait comme toujours, il essaye de jouer des vents contraires en espérant que le temps va dénouer les choses. Mais vous voyez, l'idée même de recourir à l'idée de crise, c'est l'idée que nous serions dans un processus cyclique. Or, on n'est pas dans une crise, on est dans une mutation. Si on dit une crise... Ah, le fameux changement du monde, dont parle son entourage. Ça, c'est grâce à votre chroniqueur économique, mais c'est ça oui. le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est justement sujet de notre destin, auquel cas il faut faire un récit, ou est-ce qu'on essaye au mieux de tirer parti de réseaux de contraintes compliqués, et c'est plutôt, me semble-t-il, l'option choisie par François Hollande que de ne pas se lier les mains. Vous avez parlé de l'Europe, Stéphane Rosès, on est en direct et en ligne avec Louis Alliot, le vice-président du Front National. Bonsoir. Louis Alliot, est-ce que vous nous entendez? On va le rappeler. Claude Veil, vous vouliez réagir justement sur ce cap, sur ce chemin. Ce que nous avons vu ce soir, c'est un infirmier d'abord, plus qu'un général. C'était pas le pont d'Arcole. François Hollande est profondément conscient de l'état d'extrême fragilité de la société française, et c'est pourquoi depuis des mois, et encore aujourd'hui, il repousse les propositions de tous ceux qui lui demandent de tenir un registre churchillien, d'annoncer du sang et des larmes. Il ne veut pas le faire parce qu'il pense que la France est suffisamment angoissée comme ça et qu'il ne faut surtout pas rajouter à ses angoisses. Deuxièmement, c'est le cap. Alors, parlons de navigation. Est-ce qu'on sait où va le bateau France, puisque vous parlez de navigation? Dans la tempête, on ne met pas toutes les voiles. On serre tout ce qu'on peut serrer, si je peux me permettre. Deuxièmement, quand vous avez le vent dans le nez, vous tirez des bords. Donc c'est ça la navigation Hollande. Évidemment que les contraintes économiques et politiques qui s'exercent sur la conduite des affaires de l'État aujourd'hui ne rendent pas la situation lisible et rendent difficile, je suis d'accord avec Stéphane Rosès, de mettre ça en récit. Pourquoi? Parce que, d'abord, ce récit, l'opinion française n'a pas envie de l'entendre. Elle n'a pas envie de l'entendre. Regardez le sondage Ipsos. C'est une mésestimation de regardez le l'intelligence sondage des Français. regardez le sondage Ipsos qui est sorti l'autre jour. Les Français rejettent absolument l'idée de tout ce qui pourrait être transfert de compétences au niveau supranational, au niveau européen. Ils sont tentés par le repli sur l'État-nation. Ils ont peur de la mondialisation, ils ont peur du monde, ils ont peur de l'Europe, ils ont peur de l'immigration, ils ont peur de perdre leur identité. Et donc c'est un président qui essaie de sécuriser un pays et qui essaie de naviguer au milieu des contradictions. C'est ça la réalité des choses. On n'a pas raison sur ce que fait François Hollande. On n'a pas affaire à un démiurge, on n'a pas affaire à un magicien de la politique. On a affaire à un président assez relatif, j'ai trouvé, même s'il dit beaucoup de jeux. Analyse très bien ce que fait le président et pourquoi il le fait. Et ensuite, il y a un autre débat sur quel est l'imaginaire français et la capacité des Français à se projeter dans le monde. Quand 75% des Français soutiennent l'intervention au Mali, vous croyez véritablement qu'ils savent où est le Mali et le sujet? Pourquoi François Hollande dit-il c'est le plus beau jour de ma vie politique? Justement parce qu'il y a une cohérence entre l'imaginaire français, les fins et les moyens. C'est parce qu'il y a une panne de stratégie de nos gouvernants en Europe
que nos gouvernants ne disent pas à Merkel, voilà ce que l'on va faire. Le sujet, il n'est pas du côté des Français, il est du côté de nos dirigeants qui ne sont pas capables, depuis la chute du mur de Berlin, de dire la cohérence, c'est ce que l'on veut faire en Europe. Il ne faut pas inverser, il y a de la théorie, il faut pas inverser les rôles. À quelques aspects pratiques, Jean-Louis Gombault, parce que le président a parlé du chômage. Est-ce que les classes populaires, celles qu'on appelle les invisibles, les oubliées, elles ont été entendues ce soir? On parle des chômeurs de longue durée, ceux qui ne travaillent pas depuis plus de 2, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'ils ont eu des réponses à leurs interrogations, à leurs inquiétudes, à leurs angoisses ce soir? La seule... Enfin, c'est même pas une mesure nouvelle. Il a insisté sur la question de la formation. C'est-à-dire, mobiliser les fonds de la formation. Entre nous, ce n'est pas très nouveau. Sarkozy n'arrêtait pas de répéter cette affaire de formation et sans doute d'autres avant lui dont j'ai oublié le nom. Donc, fondamentalement, il n'aura pas de baisse. Je signale d'ailleurs qu'il a précisé sa pensée. Il a dit j'inverserai, jusqu'à présent il disait j'inverserai la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Là il a dit plus que ça. Il a dit je baisserai le chômage. Alors c'est deux choses différentes. Inverser la courbe du chômage, ça veut dire que le chômage augmente mais de moins en moins vite. Et là il a dit qu'il allait carrément le baisser. Je ne vois pas d'économiste qui peut conclure qu'on peut baisser le nombre de chômeurs si la croissance ne revient pas au minimum à 1,5%. En ligne et en direct avec François Delapierre du Parti de gauche. Bonsoir François Delapierre. Bonsoir. Le président ce soir ne cache pas ou ne cache plus son visage social-démocrate. Est-ce qu'il s'est encore, selon vous, éloigné de vous ce soir? Est-ce qu'il y a deux gauches, l'une réaliste et puis la vôtre? C'est même pas social-démocrate, c'est social-libéral. Mais c'est pas un débat interne à la gauche, c'est surtout désespérant parce que c'est le maintien d'une politique qui échoue. Bon. Et quelque part, il en fait lui-même l'aveu quand il dit que le chômage va continuer d'augmenter cette année, quoi qu'il dise sur la fin de l'année, que la situation des retraites va se dégrader à l'horizon 2020. Ça veut dire qu'on va pas créer les emplois qui permettraient de rétablir le régime de retraite. Bon. Donc ça a donné, je trouve, un côté très, très désespérant à son intervention. Il offre aucune perspective, aucun allant. Et malgré tous ses efforts, on a l'impression qu'il nous donne comme seul horizon d'attendre que la croissance revienne. Bon, la vieille lune social-démocrate, le retour de la croissance. Une fois qu'on sera au fond du trou, on remontera d'un coup de talon. Bon, et ce n'est pas ce que nous avons sous les yeux, c'est une crise de système. Et ça, il ne peut pas le voir. Il est enfermé dans ce système dont il est un gestionnaire dépassé et il est incapable de penser une issue. Vous dites qu'il n'y a pas de perspective, qu'il est enfermé dans ce système. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ce soir, est-ce que vous en faites de François Hollande un 18e salopard, après l'avoir dit de son ministre Pierre Moscovici? C'était pas un western ce soir, c'était plutôt Bonne nuit les petits, comme si je cherche des références cinématographiques. C'est-à-dire un discours anesthésiant. Vous êtes plus tendre avec le président alors qu'avec ses ministres. Mais là, il nous a dit qu'il était contre taxer les dépôts des petits déposants. Mais c'est l'inverse de ce qu'a fait l'Eurogroupe, les fameux 17 salopards la dernière fois. Donc j'entends cette évolution. Mais si vous voulez, tout ça est complètement illusoire. C'est absolument pas réaliste. Le pays ne sera pas apaisé si la seule perspective qui est donnée aux chômeurs, c'est de signer un contrat, non pas de travail, mais avec Pôle emploi, pour avoir une petite formation. Je signale quand même que 2 chômeurs se sont immolés par le feu ces derniers mois. On s'habitue à des choses comme à des banalités, mais qui font une montée de la tension dans notre société, qui a comme racine la crise. Et ce mot crise, il ne le prononce presque pas, sauf pour dire qu'elle est derrière nous. Que Chypre, c'est du passé, ce qui n'est pas vrai. Chypre, ça n'est pas du passé. Et si l'Europe n'est pas capable de régler le problème d'un petit pays, comme il a dit, comment serait-elle capable de régler le problème des grands pays qui restent aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante? Donc je pense qu'il y a une forme d'aveuglement. Il ne se rend pas compte, quoi. Si j'appliquais à son discours le choc de simplification qu'il a vanté à plusieurs reprises, je dirais complètement à côté de la plaque. Merci beaucoup François Delapierre pour votre intervention ce soir. Claude Veil, est-ce qu'on peut avoir une social-démocratie? Le parti de gauche parle d'un social-libéralisme qui avance sur une jambe gauche et sur une jambe droite. Est-ce que le président a totalement abandonné aujourd'hui une partie de sa gauche? C'est plutôt une partie de sa gauche qu'il a abandonné, mais le fait est que la politique qu'il mène aujourd'hui n'est pas véritablement en ligne, sur ce point je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, n'est pas tout à fait en ligne avec
le projet qu'il a présenté dans la campagne présidentielle. Il est évident que la politique de compétitivité ou le pacte qui a été passé entre les syndicats et le MEDEF pour assouplir le code du travail, il était bien que ça figurait pas en tête de gondole de ces 60 engagements pour la France. Or, c'est pourtant ça les deux réformes les plus impliquantes qu'il ait accomplies depuis qu'il est ici et sur lesquelles il mise pour, à terme, obtenir les résultats. Actuellement, il est dans un déficit de résultats, tout simplement. Ouais. Il peut dire tout ce qu'il veut aux Français. Quand vous avez 45 ou 30 000 chômeurs de plus par mois, les discours glissent complètement. Les Français veulent des résultats. Et actuellement, il est engagé dans une politique dont il pense que c'est la voie du redressement, mais qui ne peut porter de résultats qu'au mieux. Fin 2013, si tout va bien, mais plutôt 2014 ou 2015. En réalité, c'est ça. Jean-Louis Gontreau, est-ce qu'à ce moment précis, là, on peut faire déjà un premier bilan avec le recul, il est 22h44, vraiment des annonces, ou en tous les cas de ce qui a été dit sur le plan économique et social. Qu'est-ce que... Alors en vrac, hein. Oui. En vrac, il a fait 2 ou 3 annonces nouvelles. Sur les allocations familiales, par exemple, il a rejeté la fiscalisation des allocations familiales, mais il a bien, tout en disant d'ailleurs qu'il voulait garder leur caractère universel, oui. Il a dit qu'en même temps, oui. il enlèverait les allocations familiales aux plus riches. Alors, c'est évidemment... Non, en fait, il va mettre un barème inversé. Il va mettre un barème dégressif. Oui, un barème dégressif. Bon, les calculs ont été faits, si... C'est pas le barème dégressif, mais si par exemple on les supprime pour les 20% les plus riches, on gagne quand même 2 milliards d'euros. Il a également, puisqu'on parlait de reprise économique, il a dit que les salariés pourraient puiser dans leurs fonds de participation. Vous savez que les fonds de participation, vous payez des taxes diverses lorsque vous sortez par anticipation. Là, il supprimerait ces taxes diverses de façon à alimenter la reprise. Effectivement, dans les fonds de participation de retraite des entreprises, il y a beaucoup d'argent, de l'ordre de 90 milliards d'euros. Le problème, c'est que c'est pas fait pour ça. C'est quand même fait pour la retraite. Et déjà, d'ailleurs, M. Sarkozy avait débloqué un certain nombre de ce fonds pour pouvoir faire la relance. Sur la retraite, il a dit allongement de la durée de cotisation. Le problème, c'est que l'allongement de la durée de cotisation, elle est déjà prévue jusqu'en 2017, 41 ans et demi. Donc d'ici à 2017, il n'y a rien à gagner sur la retraite avec l'allongement de la durée de cotisation. Sauf le retardement. Oui, non, mais il a dit allongement de la durée de cotisation. Donc c'est 41 ans et demi, et ça sera 41 ans et demi jusqu'en 2017. Oui, mais ça veut dire également que là, on va retarder, parce que cette annonce, elle a une signification, c'est qu'au-delà, on retardera... C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de mesure d'âge général comme l'avait fait la réforme Weber, donc on va rajouter un trimestre tous les 4 ans. Mais oui, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et donc, au total, comme Jean-Louis l'a bien résumé, il n'y a pas de bonne nouvelle. Non. C'est un président qui a des précisions. Je termine juste le point économique avec Jean-Louis, comme ça on a tout le tableau économique et social. Jean-Louis. Ensuite, il y a eu le choc de simplification. Évidemment, mais là, alors autant le choc de fiscalité, 30 milliards, il a été chiffré, le choc de compétitivité, 20 milliards, mais là, le choc de simplification, d'ailleurs, quand il détaillait, on arrivait sur quelques centaines de millions, milliards, donc c'est une mesure tout à fait, je pense que tout le monde est d'accord pour ça que la France, le président normal ne peut être que contre trop de normes, bien entendu, mais tout le monde est d'accord qu'il y a un travail de simplification à faire, mais c'est beaucoup plus peut-être compliqué qu'il croit, parce qu'il va se heurter à des milliers de lobbies, parce que sur chaque norme, il y a des lobbies. Sur le fond, quand même, pour poursuivre ce que disaient Claude Veil et Stéphane Rosas il y a un instant, sur le fond, est-ce qu'il assume sa politique? Ça, on n'a pas la réponse. J'ai dit tout à l'heure qu'en effet, il avait repris un ton. Mais ça ne signifie pas qu'il assume réellement sa politique vis-à-vis de son parti à lui, d'une part, et vis-à-vis, naturellement, du reste du français. Oui. J'ajoute, pardonnez-moi, Sonia, j'ajoute une deuxième chose, qui, elle, est sur le fond de cette politique économique. Il nous dit faire des économies pour ne pas défaire l'économie. Où sont les économies en question? Alors, on va continuer à en parler. Stéphane Rosas, vous restez avec nous. On va écouter juste un extrait encore de l'intervention de François Hollande, où il dénonce l'austérité qui entraîne, selon lui, les populismes. On l'écoute. Aujourd'hui, prolonger l'austérité, c'est le risque de ne pas aboutir à réduire les déficits et la certitude d'avoir des gouvernements impopulaires dont les populistes ne feront qu'une bouchée le moment venu. Mais qui vous entend? Alors, ceux qui sont concernés, Espagne, Italie, Portugal, Belgique,
sont tous conscients qu'ils ont fait des efforts et il fallait qu'ils en fassent. Ça peut infléchir la position allemande ? Mais la position allemande, elle est aussi consciente parce que l'Allemagne, quand il n'y a pas de croissance en Europe, quand il y a une récession, elle n'est pas prospère, l'Allemagne. Notre dernier trimestre de l'année 2012, nous, on a fait moins 0,3. Eux, ils ont fait moins 0,6. Donc, ils sont entraînés par ce mouvement. Est-ce que pour autant, sauf que nous, on a une situation... Ils vont changer de position? Écoutez, il faut argumenter. Et moi, je ne ferai pas une politique qui conduise l'Europe à l'austérité. Retour sur le plateau du 22h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale en direct, bien sûr, sur Public Sénat après l'intervention de François Hollande. Nous ont rejoint Jean Garrigue. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes historien de la politique et notre journaliste Caroline Deschamps, spécialiste des réseaux sociaux. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. Alors Jean Garrigue, est-ce que d'autres présidents dans l'histoire ont connu et si vite une si mauvaise passe? Est-ce qu'on peut comparer avec François Mitterrand en 1983-84 et Jacques Chirac en 1995? On peut évidemment comparer. François Mitterrand partage cette particularité avec François Hollande qu'il a mis beaucoup de temps pour communiquer avec les Français. Dans cette première année, au fond, ce bilan d'une première année, il est très tardif. C'est sans doute un des éléments du discrédit que l'opinion publique semble porter à sa politique. Il n'a pas assez communiqué. Et j'écoutais ce qu'on disait tout à l'heure sur la dimension churchillienne d'un président. Est-ce que l'imaginaire des Français n'a pas besoin d'un Churchill, d'un langage churchillien? Est-ce que les Français ne sont pas prêts à entendre un langage à la fois de fermeté, de sacrifice et de volontarisme? Je me le demande. En tout cas, pas ce langage qu'on a entendu ce soir. Oui, je voudrais poursuivre votre propos et l'échange avec Claude Veil qui décrivait, me semble-t-il, très bien quelle était la posture de François Hollande et sa façon, dans la période difficile, de répondre au mieux, selon lui, aux inquiétudes du pays. Et je voudrais rebondir sur ce que vous dites, et c'est un écho avec François Delapierre, sa définition. Est-ce qu'il est social-libéral ou social-démocrate? Ce qu'il y avait de fort dans le discours du Bourget, c'était une phrase, me semble-t-il, la France n'est pas le problème, la France est la solution. Il disait, Nicolas Sarkozy prétendait sauver la France, mais sans voire contre les Français, en montrant une défiance à l'égard de notre modèle. Le sujet, me semble-t-il, il est simple pour les Français. C'est, est-ce que ce que font François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est au nom du redressement du pays de larguer notre modèle ou pas? Les choses sont assez simples. Le pays est antilibéral, il n'est pas anticapitaliste. C'est-à-dire, il se demande si dans la mondialisation telle qu'elle est, il est possible de survivre sans renoncer à notre modèle. Un discours churchillien de ce type est entendable par les Français parce qu'il s'agit de défendre l'essentiel. Ce que disait François Hollande, le génie français, c'est l'égalité. Et je suis très surpris que François Hollande ne recommence pas ce discours. Il ne le fait pas, me semble-t-il, parce que justement, par rapport aux contraintes européennes, il veut conserver. Je voudrais vous faire réagir à la caricature de notre dessinateur Hervé Baudry. Moi, je n'avais pas Pujadas, mais Mourouzi. D'ailleurs, justement, est-ce que vous vous souvenez, c'était le 2 avril 1985 et François Mitterrand avait prononcé ce mot incroyable face à Yves Mourouzi. Il avait dit Chébrant. Et il s'était tout de suite attiré les faveurs des jeunes. Mourouzi s'était assis, c'était la première fois, il s'asseyait sur la table. Oui, c'était différent de ce qu'on a connu ce soir. Est-ce que Jean-Garry, au regard de l'histoire, est-ce qu'on va retenir un mot, une phrase, une ambiance de cette émission ce soir? Il y avait une formule qui était le choc de la simplification. Moi, c'est celle que j'ai retenue. Je ne suis pas sûr qu'elle va passer à la postérité pour très longtemps. C'est très étrange parce qu'il y avait une volonté de solenniser un petit peu cette rencontre avec les Français, mais en même temps, est-ce que c'est un bon calcul de la solenniser en l'extrayant du palais du pouvoir qu'est l'Élysée, de cet emblème du pouvoir exécutif qu'est l'Élysée? Et pour essayer au fond de rattraper ce décalage, eh bien on avait des photographies de l'Élysée qui passaient dans le décor. On avait un drapeau tricolore qui est l'emblème précisément de cette unité nationale, de ce pouvoir exécutif. Et donc c'est comme si on courait après une légitimité qui finalement n'apparaissait pas tellement dans la tonalité de cet entretien. Est-ce que je peux vous demander ce qu'est pour vous ce soir le hollandisme? Est-ce qu'il commence à se dévoiler, à se décrire, à s'écrire?
le hollandisme, je serais prétentieux de ma part de le définir. À plusieurs, on pourrait y arriver, mais bon, c'est une sorte de pragmatisme, mais ça, on le sait depuis très longtemps. C'est avant tout un pragmatisme, une adaptation à un certain nombre de paramètres, une façon aussi de tourner le dos à certaines promesses électorales, mais au fond, c'est une grande tradition politique, à droite comme à gauche. Chez lui, ça a pris véritablement, c'est en train de prendre corps, mais il n'arrive pas à articuler, et là je vous rejoins, il n'arrive pas à articuler au fond ce qui pourrait relever de la tradition social-démocrate, et puis ce virage que les Français ont du mal à comprendre. Alors, Twitter était en surchauffe, paraît-il, ce soir. Caroline Deschamps, vous allez nous le dire. Mais d'abord, on va prendre la direction de Solferino, où Sophie Normand a rencontré les tweetos. Regardez. Armés de leurs ordinateurs et de leurs tablettes, ou simplement équipés de leur téléphone portable, ils sont sur le pied de guerre, prêts à poster, à tweeter, prêts à investir les réseaux sociaux. La ministre de la Santé est elle-même sur le qui-vive. Une mission, soutenir François Hollande sur le net. Je vais déjà travailler avec mes 2 appareils. J'ai 2 smartphones avec une petite pomme croquée. Et autrement, j'irai aussi faire de l'analyse et transmettre les infos avec d'autres camarades sur leur ordinateur. Moi, je vais tweeter parce que j'ai pas de blog. Je vais relayer déjà ce que diront mes camarades. Et ensuite, je vais citer les paroles importantes qui devront être retenues par le public à la télé qui regarde l'entretien, et éventuellement me permettre quelques commentaires sur les annonces qui seront faites. François Hollande apparaît sur l'écran. La soirée est tout juste lancée et déjà les tweets fusent. Facebook n'est pas en reste pour défendre l'action de François Hollande, mais pas seulement. C'est aussi de lutter contre l'UMP qui, avec son hashtag Stop Hollande, essaye de nous imposer sa vision du débat. Mais nous, on va essayer d'être là justement pour lutter contre eux et leur montrer que nous sommes au moins autant engagés qu'eux. Pour participer à cette soirée un peu spéciale, ils se sont tout simplement inscrits sur le site du PS. L'événement, c'est l'équipe web du parti qui l'organise, mais n'allez surtout pas croire qu'ils sont instrumentalisés. On ne donne pas d'instructions aux blogueurs pendant des soirées comme ça. Nous, on tweete des choses avec les comptes dits officiels, le compte du Parti Socialiste par exemple, et on a un vrai... on souhaite qu'ils partagent ce qu'on peut publier nous sur Internet, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr toute la liberté de parole qu'ont les blogueurs, et c'est pour nous extrêmement important, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est le mieux mobilisés. Liberté de parole pour les blogueurs et les tweetos. Pendant ce temps, les journalistes étaient gentiment invités à quitter la salle quelques dizaines de minutes après le début de l'intervention du chef de l'État. Alors les réseaux sociaux, on en parle avec Caroline Deschamps. Est-ce que c'était la guerre des tweets ce soir? Eh ben oui, pick and tweet, la bataille de tweets avec, on l'a vu, des mots-clés a battu son plein sur les réseaux sociaux. Donc les tweetos socialistes étaient à Solferino avec le mot-clé avec Hollande, tandis qu'à l'UMP, la riposte était organisée avec le mot-clé Stop Hollande. Alors premier commentaire sur Twitter sur le rassemblement qui était organisé devant France Télévisions par les opposants au mariage gay. Fidèle à son humour acéré, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol écrit « Oh les gentilles familles pacifiques qui encerclent France Télévisions, vivement les repas de communion, que la paix civile revienne. » Amen. Ça, c'est exactement. Viennent ensuite les commentaires sur le dispositif. Le communicant Philippe Moreau Chevrolet tweet « Gros plan serré à la Moati pour renforcer l'émotion. Trop d'éclairage en revanche. » Un point de vue que ne partage pas un autre pro de la communication, Arnaud Champremier Trigano, qui juge, je cite, la mise en scène nulle. On dirait 2 Playmobil dans un hangar. De son côté, Jean-Pierre Raffarin note le côté haché du début de l'interview. Il écrit « Le début serait plus convaincant si le rythme était plus posé. » D'autres enfin filent la métaphore footballistique. Le journaliste Johan Hufnagel tweet « Hollande me fait penser à Benzema, on attend qu'il rentre dans le match. » Et regardez la caricature d'Hervé Baudry qui veut vraiment... il veut vraiment nous... Il veut qu'on ait des problèmes. Regardez. Il n'y a pas eu de tweet de qui, Hervé ?
De Valérie. Ah, vous n'avez pas de risque. Il n'y en a pas eu, Caroline Non, Deschamps. il n'y a pas eu de tweet. Hier, elle a tweeté. Et sur le fond, que disent les internautes sur Twitter? Alors ce sont surtout les politiques des deux côtés qui réagissent évidemment le plus, à l'instar du maire de Nice, du maire UMP de Nice, Christian Estrosi, qui commente le choc de simplification dont on parlait, mis en avant par François Hollande. Il écrit, je cite, « Choc de compétitivité, choc de simplification. Le seul choc que l'on a vu et que l'on verra, c'est le choc fiscal. » Jacques Dion de Marianne note lui avec ironie, de mon ennemi la finance à mon pote le chef d'entreprise, le changement c'est maintenant. De même, Frédéric Gerchel du Parisien écrit lui, ce soir les militaires et les industriels peuvent pousser un ouf de soulagement. Alors beaucoup estiment que l'interview était trop techno, comme le note Sylvain Jean-Louis nous Courage. l'avait dit, c'est vrai. Jean-Louis aussi. Idem pour Bruno Le Maire qui tweet, mais lui il est UMP et clairement identifié. Personnellement, je suis paumé dans les explications de François Hollande. Technique, confus et brouillon. Alors beaucoup de réactions également à la phrase de François Hollande, je ne suis plus un président socialiste mais le président de tous les Français, qui n'est pas sans rappeler Lionel Jospin qui disait lui que son projet n'était pas socialiste, mais peut-être que vous l'avez dit avant que je vienne ici. Laurence Rossignol, qui est décidément très en verve, écrit si Hollande est bien un président socialiste, lui ne peut pas le dire, mais nous on peut. Et Caroline, qui a gagné des anti et des pros? Alors difficile à dire. Alors quantitativement, le mot-clé Stop Hollande a une légère avance, donc les anti sur le mot-clé pro-Hollande. Hollande qualifié haut la main par les partisans, hors-jeu pour les anti, les gazouillis, c'est comme dans la vie. Voilà, et on laissera évidemment les téléspectateurs se faire aussi leur propre avis de l'intervention et de la spéciale. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Merci beaucoup.